avançons sur le débat. Moi, je dis qu'un policier n'a pas le droit de fracasser quelqu'un, qu'un policier n'a pas le droit d'éborgner quelqu'un. Il n'est pas normal que le policier ne soit pas poursuivi, il n'est pas normal que la justice se permette l'impunité. Et je le dis très tranquillement, Monsieur le Président de la République a menti. Donc ça donne peut-être un mauvais exemple à d'autres procureurs de se dire qu'en mentant et en diffamant des gens innocents, ça permet de faire une belle carrière. C'est scandaleux, c'est honteux, et voilà, moi ça me dégoûte. Ça, c'est l'agence France Presse, l'agence France Police, France Préfecture, France Pipeau, France Paperasse, France Paresse. Et tant que la justice refusera de sanctionner même les affaires les plus emblématiques, les affaires les plus marquantes, avec des preuves évidentes, pour moi, le problème est judiciaire. Amis du café, bonjour. Amis de la police, bonjour. Amis des avocats, bonjour. Amis de la liberté, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va très bien. Ça va très bien, super. Vous vous appelez Bouzrou Yacine, vous êtes né le 30 mars 1979 à Beson, dans le Val d'Oise. Vous êtes un avocat pénaliste. Vous avez plaidé dans de très nombreuses affaires criminelles. Votre cabinet est connu pour des affaires de violence policière, alors qu'en réalité, ça ne représente que 5% du volume traité par votre cabinet. Vous défendez évidemment la famille d'Adama Traoré, la famille de Zineb Redouane. Vous avez été classé comme l'un des 30 avocats les plus puissants de France par le magazine GQ. On me dit que de passer au poste n'est pas toujours très bon pour ce classement. Enfin bon, vous verrez. Les syndicats de police regrettent que Clairefontaine ne vous ait pas ouvert les portes. Et oui, parce que vous vouliez être footballeur. Hein, voilà. Si une équipe vous avait accepté, les syndicats de police se porteraient mieux. Jeune, vous étiez passionné, si j'en crois votre biographie, par les pages faits divers du Parisien, au point que vous remerciez dans votre livre la journaliste qui aujourd'hui fait des articles sur vous et que vous lisiez quand vous aviez 12-13 ans. Vous avez 3 codes de procédure pénale, un dans votre sacoche, un dans votre bureau, un dans votre voiture. Je trouve que ça fait quand même beaucoup. Voilà, vous êtes ici et c'est un immense plaisir de vous recevoir. Pour votre ouvrage « Avocat des libertés », un livre nuancé, je disais, voire surprenant, sur vos combats frontaux. Parfait, merci beaucoup, c'est très gentil. Bah, je vous en prie. Alors, je vais démarrer par une page, par la page 23 de votre ouvrage, parce que je pense que c'est absolument essentiel d'expliquer quelle est la vision qu'on a de la police. Nous sommes en 1992, vous avez 13 ans, et c'est votre première rencontre avec la police. Premier contrôle d'identité de ma vie, je suis avec des amis, nous sortions d'un match de basket que nous étions allés voir, il devait être aux alentours de 21h30, 22h, et les policiers nous disent, l'un des policiers nous dit allez, dégagez, rentrez chez vous, les bicots. Et donc je suis très 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 étonné d'entendre. On m'avait jamais insulté de ma vie, enfin insulte raciste, je dis bien. C'est la première fois qu'on m'insulte comme ça. C'est un policier qui le fait. Et donc je constate l'hostilité gratuite de certains fonctionnaires. En effet, ça m'a beaucoup énervé, d'autant plus que j'ai bien compris que si l'un de mes camarades ou moi-même avions décidé de dire un mot et de nous plaindre, je sentais qu'il avait la matraque à la main et qu'il avait très envie de se faire du bien. Donc on a en plus évité, je pense, que les choses aillent plus loin. Et donc ça m'a en effet beaucoup choqué pour une première rencontre avec un gardien de la paix. Est-ce que vous pensez que cette première rencontre, qui peut être positive, ou qui peut être comme celle-ci traumatisante, est-ce que vous pensez qu'elle peut agir sur les histoires que vous avez à traiter, sur les relations entre vos clients et la police, ou vous-même avec la police ? C'est un événement qui m'a beaucoup aidé dans mon métier, parce que très souvent, la justice, les magistrats, de manière générale, ont beaucoup de mal à croire les gens lorsqu'ils disent qu'ils ont été agressés, Absolument, verbalement ou physiquement, gratuitement par des policiers. Les juges n'arrivent pas à entendre ça et ils disent toujours « mais attendez, vous avez forcément fait quelque chose ». Le policier ne se réveille pas le matin en souhaitant violenter les gens, ce que je peux entendre, hein.
Et donc moi, grâce à cet épisode et d'autres épisodes qui ont concerné des connaissances, des amis à moi plus jeunes, je sais malheureusement que certains policiers n'ont besoin d'aucune excuse pour avoir un comportement inadmissible, que ce soit des violences verbales ou des violences physiques. Donc malheureusement, ça existe. Et c'est très dur pour des victimes de violences policières illégitimes de se voir reprocher des faits imaginaires et de ne pas être crus lorsqu'ils disent que tout a dégénéré, tout a dérapé, sans aucune raison valable, juste parce que certains policiers, en effet, ont peut-être choisi ce métier pour régler des comptes. Peut-être que ça en amuse certains. Il y a peut-être aussi derrière des préjugés, parfois racistes. Mais en tous les cas, il y a parfois des comportements violents, totalement gratuitement, sans le début d'un commencement d'explication. Alors c'est très bien parce que vous mettez la table par rapport à votre ouvrage. Vous expliquez que non seulement vous n'avez rien contre la police, mais que vous défendez beaucoup de policiers. Alors, j'avoue que je vous connais peu, avocat de policiers. Je ne vous demande pas de nom parce que, voilà, c'est peut-être pas l'objet, mais j'aimerais bien connaître la nature des affaires de police que vous défendez. Est-ce que ce sont des lanceurs d'alerte au sein de la police ou est-ce que c'est des policiers, justement, accusés? Et vous ajoutez, c'est même par respect pour l'institution et pour ce métier que je combats les brebis galeuses avec l'approbation, je le sais, de nombreux policiers ou gendarmes, parfois gênés par l'absence de sanctions visant ceux qui ont failli. Et là, je dois vous dire, après on va rentrer dans les dossiers, je dois vous dire, j'étais étonné de voir l'expression brebis galeuse reprise par vous-même. Et oui, je défends beaucoup de policiers qui commettent des infractions ou qui sont parfois accusés d'avoir commis des infractions à tort. Alors, je n'ai pas défendu de policiers accusés de violences policières illégitimes. D'accord. C'est plutôt des policiers qui commettent des infractions, soit dans le cadre de leur vie privée, soit dans l'exercice des fonctions, mais autre chose que des violences. Certains sont accusés de vol, certains sont accusés de malversation. Donc, moi, de toute façon, je défends tout le monde. Mais disons que les dossiers que je traite, le profil des policiers que mes clients accusent de violences policières légitimes, ce sont souvent des policiers de maintien de l'ordre, de force publique, donc des policiers de commissariat, des policiers de BAC, de CSI, enfin de brigades spécialisées, et souvent des policiers en uniforme, à part la BAC. Et lorsque je traite des dossiers avec de la police judiciaire pure, que ce soit des brigades de banditisme, ou de la brigade criminelle, ou d'autres brigades, il y a beaucoup moins de problèmes de violences policières illégitimes. Il y en a, mais beaucoup moins que les policiers en tenue, et notamment, pour moi, ceux qui sont vraiment les pires, c'est les BAC. Il n'y a rien de pire, je pense, en France, en service public. Et donc voilà, et souvent, en effet, je croise souvent des policiers qui apprécient mon travail et qui me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi certains de leurs collègues ne font jamais l'objet de sanctions. Et surtout, il y a une injustice totale dans l'institution policière. Je m'explique. Le policier qui va voler un téléphone portable pendant une perquisition va être 100 fois plus sanctionné que le policier qui va éborgner, que le policier qui va fracasser le crâne d'une fillette avec un LBD, que le policier qui va tuer, tout simplement. Donc, il est plus facile aujourd'hui dans la police de commettre un homicide, des violences volontaires ayant fait la mort, avec des sanctions inexistantes, une absence de mise en examen, une absence de procès. Donc aujourd'hui, il est plus facile pour un policier de causer la mort que de voler un téléphone portable en perquisition. Et ça, vous l'expliquez comment? Je pense qu'il y a des mentalités, il y a une culture judiciaire qui a tendance à prendre parti et à considérer qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs et qu'on ne doit pas trop embêter les forces de l'ordre. Parce qu'ensuite, les forces de l'ordre peuvent éventuellement lever le pied. Et il y a les syndicats qui exercent aussi une très grosse pression pour dire, voilà, vous ne pouvez pas vous en prendre à nos collègues qui ont un travail très difficile. Il y a un contexte. Et donc, malheureusement, on a un système judiciaire, parce que vous l'aurez sûrement remarqué dans mon livre, je m'attaque moi frontalement à l'institution judiciaire, qui pour moi est la seule responsable. Des policiers qui commettront des infractions, il y en aura toujours. Le rôle de la justice, c'est de les sanctionner. Et tant que la justice refusera de sanctionner même les affaires les plus emblématiques, les affaires les plus marquantes, avec des preuves évidentes, pour moi, le problème est judiciaire. Dans votre livre, en réalité, par rapport aux violences policières
Alors, je rajoute illégitime, on va y venir parce que pour vous, vous revenez souvent sur cette définition-là, mais vous semblez dire qu'en effet, c'est surtout le volet judiciaire qui pose problème, plutôt même que le volet police des polices, bien qu'il y a des chapitres là-dessus. Alors, on a plein de questions déjà dans le chat. Christian Moll vous demande quelle est la première affaire de violence policière dans laquelle vous êtes intervenu. Je crois que c'est celle qui ouvre un peu le bouquin. L'une des affaires qui m'ont le plus marqué dans ma carrière et même dans ma vie, tout simplement, c'est l'affaire Aboubakari Tandia, qui était un sans-papier de 35 ans, qui avait été accusé à tort de commettre des vols dans des véhicules, qui a été conduit en garde à vue dans la commune de Courbevoie, qui est la ville où j'ai grandi, et qui est tombé dans le coma pendant sa garde à vue, et il est décédé quelques jours plus tard. Et les policiers ont dit qu'il avait pris son élan, qu'il avait couru dans la cellule de garde à vue, qu'il avait sauté la tête la première contre le mur, et que suite à ce choc, il est tombé dans le coma. Et à vrai dire, lorsque j'étais moi à cette époque-là, j'étais amené à aller voir des clients dans ce commissariat que je connaissais bien. Et donc je savais dès le départ que la version policière était tout simplement impossible. Les cellules de garde à vue sont très petites. Personne ne peut faire un sprint dans une cellule de garde à vue, encore moins celle de Courbevoie. Donc je savais dès le départ que la version policière ne pouvait pas être vraie. Et donc cette affaire m'a beaucoup marqué. Et surtout, il y a eu tellement de rebondissements dans cette affaire que j'ai dû me frotter à toutes les méthodes qu'on voit aujourd'hui, avec des juges d'instruction qui refusent beaucoup d'actes élémentaires, même si à l'époque on en acceptait plus, parce que moi à l'époque on avait le droit à une reconstitution, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui ça n'existe quasiment plus, les reconstitutions, les juges ne veulent plus, pour des raisons que j'ignore, mais il y avait eu donc des expertises médicales de complaisance, une mauvaise foi judiciaire énorme, et ça avait duré plusieurs années, et malheureusement la justice n'avait pas tout mis en œuvre pour poursuivre les policiers qui avaient, selon moi, causé la mort de M. Tandia. Il y avait un collège d'experts avec les plus grands experts français que nous avions désignés, qui avait indiqué clairement que la version policière était impossible et que le décès résultait de violences commises sur lui. Mais la justice a tout balayé, elle a même mis en cause les médecins, elle a convoqué les médecins, elle a confronté les médecins. Enfin voilà, des méthodes vraiment, des méthodes scandaleuses. Et donc cette affaire qui a duré plusieurs années m'a beaucoup marqué. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait un problème et que la justice organisait l'impunité des forces de l'ordre dans ces cas. Ce drame a lieu en 2007 et en 2008, il y a l'affaire Fofana qui va jouer aussi un rôle important dans votre, j'allais dire carrière. Je ne sais pas si vous aimez ce terme-là. Si, carrière, ça vous va? C'était une affaire très importante parce que c'est l'une des premières fois, voire la première fois, qu'une vidéo de violence policière illégitime est aussi claire, est aussi évidente. Et surtout, à l'époque, on n'avait pas trop les réseaux, on n'avait pas encore les réseaux sociaux, mais il y avait les vidéos tournées sur YouTube notamment. Et cette vidéo était devenue virale. Et puis la personne qui avait filmé est une personne avec beaucoup de talent caméra à la main, puisque c'est Lajli qui a réalisé Les Misérables. Nous avions la chance d'avoir ces images de très bonne qualité. Aucune possibilité pour les policiers de dire que les violences étaient légitimes. Bon, ils l'ont fait quand même. Le procureur à Bobigny, malheureusement, c'est ce que nous avons de pire en France au niveau des parquets. Et à l'époque, déjà, ils avaient tenté d'inventer une histoire, alors qu'ils avaient violenté un jeune homme sans raison, devant sa mère. On lui avait craché dessus, on l'avait humilié. Enfin, c'était vraiment, c'est même plus une honte pour l'uniforme. Là, on avait des voyous qui avaient la haine en fait, vraiment la haine. Parce que pour frapper quelqu'un qui n'a absolument rien fait, devant ses parents, devant ses petites sœurs, devant ses petits frères, lui cracher dessus. Là, vraiment, j'ai compris qu'il y avait une haine extraordinaire de certains policiers. Et là, vraiment, je me suis un petit peu pas radicalisé. Mais là, j'ai compris qu'on avait un niveau supérieur de voyous dans la police. Vraiment, cette affaire m'a... Voilà. Ils ont été condamnés à une peine ridicule d'emprisonnement avec sursis, alors qu'ils avaient fait des faux procès-verbaux, des violences en réunion, avec armes, filmés. Voilà. Et un procureur à l'audience qui a expliqué qu'il y avait des circonstances
explicative des violences. En d'autres termes, le procureur expliquait qu'il était possible pour les policiers de frapper gratuitement certains habitants de certains quartiers. Je ne comprends pas comment des gens comme ça peuvent exercer des fonctions aussi importantes. C'est un procureur qui aujourd'hui est respecté par tout le monde. Je commence mon livre sur lui, François Molins, qui a le poste le plus haut en France. Il est procureur auprès de la Cour de cassation. Ce procureur que tout le monde adore, je suis désolé, mais moi je constate objectivement qu'il a menti dans un de mes dossiers d'une manière pitoyable. Je ne m'attaque pas aux faibles. Moi, je préfère m'attaquer au bon Dieu qu'à ses saints. Dans l'affaire Fofana, pour moi, il y avait un rôle encore plus important du procureur de la République qui ose dire devant toute la presse que mon client est archi connu du parquet, ce qui est totalement faux. Donc là, on a une responsabilité morale énorme. C'est beaucoup plus grave, selon moi, que le policier qui a tapé. Parce que là, vraiment, vu que nous avons des médias, certains médias, et notamment l'AFP, qui pour moi est un sous-média, et c'est une agence France Police ou France Préfecture, qui n'est malheureusement là dans ces dossiers que pour prendre la défense des forces de l'ordre. Ensuite, malheureusement, tout le monde reprend les dépêches. Et nous avons donc un mensonge qui devient officiel, de dire qu'un étudiant qui n'a pas d'antécédent, qui se fait tabasser et cracher dessus, est un individu voyou, délinquant, alors que c'est faux. Mais nous avons malheureusement un procureur qui était prêt à dire n'importe quoi, à salir n'importe qui. Et je constate malheureusement qu'il a fait une très belle carrière. On sent ce dégoût dans les pages. Effectivement, ce chapitre-là est particulièrement dense parce que vous ne mâchez pas vos mots sur Molins. Mais quelle ne fut pas ma surprise, page 56, Maître Bouzeroux. Vous écrivez: la bavure, nous dit le Larousse, c'est l'erreur regrettable. Or, je n'ai jamais vu des policiers admettre avoir commis une erreur, même quand les faits ont été filmés. Ils ont même, au contraire, tendance à dire que si c'était à refaire, ils procéderaient de la même façon. Ça, c'est le premier point. Vous revenez à plusieurs reprises dans votre livre sur le terme violence policière, que vous récusez. Et c'est assez étrange, parce que vous le récusez tout en faisant la démonstration presque à chaque page que ça existe. Mais je vous cite et vous allez pouvoir vous défendre. A priori, vous savez faire, quoi. Violence policière, un terme là encore trop imprécis, puisqu'il englobe la violence déployée, par exemple, pour prendre d'assaut l'hypercachère de la porte de Vincennes ou neutraliser Mohamed Merah, légitime au regard du droit. Ce que vous nous dites, c'est débile de parler de violence policière, il faut parler de violence policière illégitime, et vous revenez à plusieurs reprises sur ce point-là. Pourquoi vous vous sentez obligé de le faire ? Tout simplement parce que la question des violences policières, comme de manière générale, comme la manière dont les gens en parlent, est une question très politique. Il y a une guerre de communication, il y a une guerre dans l'opinion publique, et je pense qu'en utilisant l'expression de violence policière, nous donnons des arguments aux syndicats de police et aux politiques de certains bords pour venir nous contester avec des arguments légitimes d'ailleurs, sur une espèce de guerre de mots. Un policier a le droit, malheureusement, d'être violent selon la loi, si sa violence est justifiée, proportionnelle et compagnie. C'est la loi. Le problème, c'est que nous, ce que nous contestons, en tous les cas, moi en tant qu'avocat, c'est le policier qui commet des violences illégitimes. Donc je pense qu'il faut être précis. On doit être précis. C'est extrêmement important. C'est du bon sens ce que je dis en réalité, pour ne pas me faire piéger dans une espèce de guerre de mots. Ils ont joué à ça. D'ailleurs, le président Macron ou le ministre de l'Intérieur s'était fait un plaisir de dire « je ne peux pas laisser parler de violence policière ». J'abandonne ce combat-là qui n'a aucun intérêt en mettant de la précision et en dénonçant les violences policières illégitimes. Si vous êtes dans la rue un individu qui se met à agresser les gens gratuitement dans la rue, les policiers vont arriver sur lui, vont l'attraper par les cheveux, vont le jeter au sol. Ça, c'est de la violence, mais elle va être légitime. Vous voyez. Donc, je pense que c'est important. Et vu que nous avons quand même des syndicats de police qui peuvent être parfois, qui sont invités sur certains plateaux, et voilà, avec les honneurs et compagnie, ils se font un plaisir de mettre en avant la violence légitime. Et ensuite, le citoyen lambda qui n'a jamais été concerné ni de près ni de loin par des violences policières illégitimes, il va nous taxer, entre guillemets, des gens comme moi, des gens comme vous, des gens comme d'autres personnes, d'illuminés qui ne reconnaissent même pas la légitimité de certaines interventions et de l'usage de la force en certaines circonstances, ce qui n'est pas le cas.
Vous comme moi, ce que nous dénonçons, ce sont les violences policières illégitimes. Donc moi, je suis juriste et j'ai tendance à utiliser les bons termes. Il y a un piège, il y a un vrai piège dans cette guerre des termes et des expressions. Mais moi, je pense que rajouter le mot illégitime, ça ne mange pas de pain, c'est assez simple, ça nous permet d'être précis et de clouer le bec à tous les individus de mauvaise foi qui viennent nous dire qu'on ne peut pas parler de violence policière. Il me plaît de faire l'avocat du diable face à un avocat, vous imaginez bien. Ma position, je comprends tout à fait ce que vous nous dites là. Après, je pense qu'à un moment donné, il fallait employer ce terme violence policière qui avait l'avantage d'être rapide, de rendre les choses quand même assez claires. De la même manière, quand on parle de violence conjugale, on ne dit pas que tous les maris sont violents, mais tout le monde comprend de quoi il s'agit. Je pense que c'était ça. Et en fait, je me suis demandé si votre co-auteur, Frédéric Ploquin, qui a recueilli, je pense, votre témoignage, enfin voilà, le livre est avec la collaboration de Frédéric Ploquin. Frédéric Ploquin, c'est un journaliste qui, depuis plus de 30 ans, multiplie les ouvrages avec des policiers, connaît très très bien la maison police, mais de mon point de vue, a quand même une vision indulgente, on va dire, pour la maison police. Voilà, c'est mon point de vue. Je pense que lui, il pense l'inverse de moi, donc ça me permet de le dire. Je me suis demandé si ça n'avait pas de temps en temps un peu déteint sur vous. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous avez donné le pire exemple possible. Vous avez comparé avec les violences conjugales. Et vous savez que les violences conjugales, il n'y a pas de légitime ou d'illégitime. Toutes les violences conjugales sont illégitimes. Donc, justement, vous donnez exactement l'exemple qui démontre que la distinction est hyper importante. Le policier dispose de l'usage de la force lorsque c'est légitime. Donc, pour moi, c'est important. Ensuite, pour vous répondre concernant Frédéric Ploquin, mon livre, ce n'est pas un livre d'entretien avec Frédéric Ploquin. Non, du tout. C'est avec la collaboration de Frédéric Absolument, Ploquin. ouais. Il a aidé, c'est notamment lui qui a écrit la présentation, ma présentation. Ouais, qui est très voilà, la préface. Donc c'est très difficile de se présenter, mais il m'a présenté. Il a également rédigé la 4e de couve. Et l'idée du titre vient de lui. Moi, je trouve qu'il a une position assez large. Il connaît, lui, l'institution. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de critiquer une institution en prenant l'avis et en étant aidé par des gens qui connaissent bien l'institution et surtout qui connaissent bien l'évolution qu'il y a dans l'institution, l'évolution, selon moi, la régression d'ailleurs, sur toutes ces questions-là depuis 30 ans maintenant. Donc je trouvais ça intéressant. Entendons-nous, je pense que c'était bien qu'on ait un peu de sémantique entre nous, comme ça. Voilà, tous les gens qui nous écoutent réfléchissent à ces questions-là et je trouve ça très pertinent d'avoir votre point de vue. Alors j'en viens évidemment à ce que vous appelez l'affaire emblématique, Adama Traoré. Vous nous rappelez qu'il y a eu 12 juges d'instruction, enfin, et c'est toujours à l'instruction, qu'il y a donc une lenteur absolument incroyable, il y a une bataille d'experts, donc ça aussi c'est un point qui est extrêmement important. En 2 mots, qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message sur cette affaire qui ne serait pas forcément connu de tout le monde? Beaucoup de gens ont des points de vue différents sur ce dossier-là. J'affirme aujourd'hui qu'à partir du moment où nous avons fourni à la justice des éléments qui démontrent clairement que l'interpellation a causé la mort d'Adama Traoré, pour moi c'est une certitude aujourd'hui, je ne le disais pas tout au début, parce que j'ai attendu d'avoir certains éléments, notamment médicaux. Aujourd'hui, nous avons tous les éléments, nous avons une bonne vingtaine de médecins qui affirment clairement que c'est le plaquage ventral qui a tué Adama Traoré. La justice a décidé aujourd'hui d'utiliser une méthode radicale, c'est celle de la déloyauté, de la mauvaise foi. Et donc, nous avons des nouveaux juges qui ont été nommés exclusivement pour enterrer l'affaire. Lorsque les médecins que j'ai moi-même désignés indiquaient que les gendarmes avaient tué Adama Traoré, les juges disaient « mais attendez, ce sont des médecins choisis par l'avocat, donc on va choisir nous, nos propres médecins ». Ils ont trouvé des médecins, pardonnez-moi l'expression, mais des médecins en carton qui ont fait des expertises de complaisance, tellement de complaisance et c'était tellement honteux que ça a été annulé par la justice parce qu'on allait beaucoup trop loin dans l'incompétence avec des médecins qui travaillaient clandestinement sans donner leur nom, enfin vraiment, mais des méthodes, mais c'est même plus, c'est de la barbouzerie judiciaire, c'est pathétique. Donc suite à ça, les juges ont décidé de faire appel à des Belges, là encore c'était très étonnant. Les Belges indiquent clairement que l'interpellation a causé la mort d'Adama Traoré. Que font les juges? Au lieu d'en tirer les conséquences, ce que n'importe qui aurait fait, ils ont redemandé aux Belges de revoir leur copie sur la base d'un arrêt de travail. L'expertise aurait dû être rendue il y a maintenant 1 mois, même plus d'1 mois, et la juge d'instruction refuse de nous donner cette expertise, refuse de répondre lorsqu'on demande si le délai a été prolongé.
Donc là, on a de la mauvaise foi absolue. Et je pense qu'on a des juges qui exercent des pressions sur des médecins pour obtenir quelque chose. Je ne sais pas quel est l'objectif. J'ai l'impression qu'on a envie de provoquer des tensions dans ce pays, qu'on a envie de provoquer des émeutes, je ne sais pas. Mais lorsqu'on a des juges qui se comportent comme ça, vraiment, je ne comprends pas. Une question un peu morbide, mais à laquelle vous ne répondez pas. Aujourd'hui, quand il y a cette bataille d'experts, hein, les experts qui, certains disent c'est le plaquage ventral qui a causé la mort d'Adama Traoré, d'autres qui disent autre chose. Bon, bref, en fait, les rapports se basent sur les rapports précédents ou sur quoi les experts se basent? Parce que le corps n'est plus autopsiable. Enfin, je veux dire, je voudrais juste comprendre, les experts travaillent sur quoi exactement? Ouais. Donc, il y a eu 2 autopsies avec vraiment un examen du corps, un examen des lésions, un examen de l'état d'Adama Traoré lorsqu'il est décédé. Donc, tout ça, ce sont des éléments maintenant certains, notamment grâce à la contre-autopsie qui était quand même différente. Et toutes les expertises médicales par la suite se basent sur ce qui a été fait à l'autopsie, mais également sur des pièces médicales, sur les antécédents médicaux, sur de possibles pathologies et surtout sur les faits, sur les gestes décrits par les gendarmes. Donc, il est possible de travailler sans le corps, heureusement d'ailleurs, sur la base des pièces médicales et ce qui a été constaté objectivement d'un point de vue médical. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions été très virulents à l'égard de l'ancien procureur de Pontoise, qui a été muté par la suite, M. Janier, parce qu'il avait, lui, les éléments objectifs de l'autopsie, qui parlaient clairement d'une asphyxie, et qu'il avait volontairement éludé ce point précis devant la presse, donc en divulguant des fausses informations sur cette affaire. Un passage qui m'a passionné, parce qu'il parle de vous, il parle de votre travail, de comment vous voyez les choses. Je pose cependant mes conditions. Donc vous dites, voilà, quand un client vient vous voir, vous posez vos conditions. Si j'interviens, c'est comme je le fais habituellement pour tous mes autres dossiers de violence illégitime des forces de l'ordre, seul. Enfin, point important, j'insiste pour ne traiter que du volet judiciaire. Je sais que les proches d'Adama Traoré envisagent d'organiser des manifestations et autres rassemblements. Ce n'est pas mon rôle que d'y participer ou de gérer les autorisations préfectorales des manifestations et rassemblements. Et alors là, moi je trouve ça très intéressant parce que vous êtes évidemment plusieurs avocats fort connus sur la place de Paris, plus ou moins connus, etc. Vous n'avez pas forcément la même vision des choses. Je veux absolument pas vous opposer. Moi, je veux comprendre votre logique. Est-ce que vous pouvez expliquer? Sur le choix de travailler seul. Alors, quand je dis seul, c'est mon cabinet. C'est ça, donc, bien sûr. J'ai une équipe avec moi, je travaille avec 3 avocates extrêmement brillantes, donc nous faisons tout en équipe. Mais quand je dis seul et pas plusieurs cabinets, c'est parce que nous avons dans ces dossiers-là, dès le départ, un combat frontal avec l'autorité judiciaire. Et surtout, le premier combat dans tous ces dossiers, c'est face aux procureurs de la République qui, eux, vont communiquer de leur côté. Et dans les dossiers que je traite, souvent des procureurs qui vont mentir. Le procureur de Marseille, M. Tarabeu, sur l'affaire Zineb-Redouane, a menti devant la presse. C'est un menteur. C'est comme ça, il a menti en disant que la grenade n'avait pas causé la mort de Mme Redouane. Dans l'affaire Adama Traoré, le procureur de Pontoise, M. Yves Janier, pour ne pas le citer, a menti par omission en n'indiquant pas à la presse qu'il y avait une asphyxie. Dans l'affaire de la fillette qui a reçu un LBD en pleine tête à Versailles, la procureure de la République de Versailles, Mme Caillebotte, pour ne pas la citer encore une fois, a fait des choses totalement déloyales en refusant d'identifier l'ADN sur le projectile de LBD. Ce sont des comportements inadmissibles. Voilà. Ce sont des exemples, mais j'en ai comme ça des dizaines. Et je ne veux pas, moi, avoir à mes côtés un confrère qui ne pensera pas comme moi, qui n'aura pas la même stratégie que moi, et qui serait en quelque sorte utilisé par mes adversaires pour un petit peu atténuer les choses ou pour un petit peu opposer et créer peut-être un petit peu la zizanie chez les parties civiles. Ce sont des choses que des procureurs ont déjà tenté dans mes dossiers, voilà, lorsqu'il y a plusieurs avocats. Donc moi, je veux vraiment avoir les mains libres. Moi, je vais au bout de mes convictions. Si j'estime qu'un policier a fait un faux procès-verbal, je porte plainte. Si j'estime qu'un procureur a mal agi, je peux saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Je l'ai fait dans plusieurs dossiers. Si un magistrat instructeur commet ce que moi j'appelle une infraction pénale, je porte plainte contre le magistrat. Je l'ai fait dans l'affaire Adama Traoré. Et je ne juge personne, mais disons qu'il faut être sûr de soi. Il faut aussi être prêt ensuite à en subir les conséquences.
parce que les acteurs judiciaires, nous nous croisons et ça peut avoir des conséquences sur d'autres dossiers. Moi, j'assume tout ce que je fais. Quand je rentre dans un dossier et que je constate que je suis face à des gens malhonnêtes qui veulent protéger des policiers qui ont tué mes clients, ou qui les ont handicapés à vie ou qui les ont gravement blessés, je suis prêt, moi, à aller à la guerre jusqu'au bout. On dit l'affaire, j'ai horreur de ça, enfin disons l'affaire Traoré, c'est l'occasion pour vous de revenir à plusieurs reprises pour le rôle de la presse. Je vous lis, en cas de soupçon de violence policière illégitime, hein, donc vous êtes constant, comme on dirait, un article de presse est généralement très rapidement publié. Cet article de presse donne une première version des faits, qui reflète le plus souvent celle des forces de l'ordre ou du ministère public. En effet, ce sont les seuls à être à ce moment-là en possession des éléments du dossier, la procédure n'étant pas à la disposition de l'avocat à ce stade. Vous expliquez avoir ainsi décidé de dénoncer le manque total de neutralité en critiquant l'AFP via Twitter. J'ai eu en réponse un courrier de l'AFP me demandant de retirer mes tweets. Ah, je trouve ça dingue, hein. J'ai compris que j'avais affaire à des gens croyant pouvoir restreindre ma liberté d'expression. Alors ça, je trouve ça passionnant et allez-y, moi je ne suis pas du tout corporatiste, d'ailleurs je ne suis plus journaliste depuis très longtemps. Quel est le rôle pour vous de la presse dans les affaires médiatiques que vous avez à traiter ? En quoi c'est un problème ou en quoi c'est une chance ? Ça peut être une chance et ça peut être très positif lorsque les journalistes d'investigation reprennent un dossier et mettent en avant les différents éléments qui démontrent que les enquêtes sont mal réalisées, par exemple. Donc, c'est plutôt utile, la presse, bien entendu, dans ces dossiers-là. Ça permet de dénoncer. Moi, ce que je constate depuis le tout début de ma carrière, depuis ma première affaire, c'est que lorsqu'il y a donc soupçon de violence policière illégitime, il y a tout de suite un article de presse. Généralement, le premier article, c'est l'agence France Presse. Ça commence généralement par eux, ou parfois la petite presse locale à tel ou tel endroit. Et là, on a vraiment toujours une version qui dit que la victime est un voyou, soit un dealer, soit un braqueur, soit quelqu'un d'hystérique, soit quelqu'un qui a commis des infractions très graves. Et lorsqu'on ne peut pas critiquer le comportement, on va s'attaquer tout de suite aux antécédents. Donc, on va dire que c'est une personne archi connue des services de police. Et très souvent, en vérifiant par la suite, on constate que c'est faux en plus. Donc, les gens sont salis. Et le problème, c'est que l'agence France Presse déteste recouper les informations. C'est normalement ce que font tous les journalistes sérieux. Et donc, ils vont avoir une seule source. D'ailleurs, ils n'auront même pas le courage de citer leur source en disant « c'est le procureur qui m'a dit ça », ça va être une source proche du dossier. Ensuite, lorsque tout le monde a eu une première vision de l'affaire, si on a commencé à dire que la victime est un dealer ou un braqueur ou ceci, c'est très compliqué ensuite. Malheureusement, la presse aura tendance à reprendre ces dépêches-là. Et donc, il y a un manque total d'objectivité. L'AFP considère que la parole du procureur est une parole officielle et que la parole de l'avocat n'existe pas. Sur certains dossiers, l'AFP est même allé plus loin. Dans l'affaire Adama Traoré, l'agence France Presse, vraiment, se comporte comme l'organe de presse de la gendarmerie nationale. C'est vraiment flagrant. Dans votre travail d'avocat, de défenseur, Oui. Le rôle de la presse est-il, par exemple dans ce cas-là, est-il vraiment un obstacle ? Est-ce que ça vous crame des heures de travail ? Vous sentez que l'enquête peut être influencée par telle ou telle révélation qui serait plus ou moins fondée ou pas ? Ou est-ce que c'est pas si important que ça ? Et ça, c'est plutôt la comédie humaine et l'agitation, le bruit médiatique, on va dire. Dans les affaires de violence policière illégitime, le rôle de la presse est extrêmement important. Le procureur de Pontoise dans l'affaire Adama Traoré a été muté. Beaucoup ont vu là une mutation disciplinaire suite aux articles très virulents contre lui. Dans l'affaire Zineb Redouane, le procureur de Marseille, M. Tabareux, a été muté du côté de Metz. Ça ressemble à tout sauf à une promotion selon moi. Moi, mon interprétation, c'est qu'il a payé pour sa communication désastreuse et scandaleuse de l'affaire Zineb Redouane. Dans l'affaire Adama Traoré, il y a carrément dans le dossier d'instruction une cote presse où les magistrats photocopient, impriment tous les articles de presse et mettent ça dans le dossier judiciaire. Donc oui, les médias ont un rôle important dans ces affaires-là. On constate souvent que c'est après un article de presse que les parquets ouvrent les enquêtes préliminaires. Une affaire récente d'une fillette qui a reçu un projectile de flashball à Chanteloup-les-Vignes il y a quelques mois. Les parents, j'avais porté plainte pour mes clients au mois de décembre. Il a fallu attendre un article du Cadar enchaîné du mois de février
pour que le parquet ouvre une enquête. Un jeune Colombien, un mineur qui avait été tabassé aussi, sa mère avait filmé, on avait mis en garde à vue sa mère. Pareil, les plaintes dataient du mois de décembre et l'enquête a été ouverte seulement lorsque la presse en a fait état. Donc oui, la presse a un rôle extrêmement important. Vous parlez du cas des médias d'extrême droite ou des sites spécialisés dans l'actualité des forces de l'ordre. Ces derniers relaient exclusivement la parole des forces de l'ordre pour lui donner de la visibilité et de l'importance. C'est quelque chose qui est rarement évoqué. Vous pensez à qui là ? Il y a des médias spécialisés comme par exemple l'essor de la gendarmerie, Oui. qui a fait beaucoup d'articles sur notamment sur l'affaire Adama Traoré. Il y a des sites internet aussi, Actu17 je crois. Donc ce sont des sites de force de l'ordre entre guillemets. Donc bon, je comprends à la limite, vu la présentation de ces médias, ils n'ont pas l'ambition d'être neutres et objectifs. Donc ça me choque beaucoup moins. Bien sûr, oui. Quand je dis médias d'extrême droite, je pense notamment à Valeurs Actuelles qui a fait beaucoup de dossiers. Dans l'affaire Adama Traoré par exemple, pour être bien précis, j'ai beaucoup plus de respect pour le travail de Valeurs Actuelles que pour l'AFP. Parce que Valeurs Actuelles, on sait très bien que c'est un média plutôt d'extrême droite, même bien d'extrême droite, qui assume, pro-force de l'ordre en toutes circonstances. Ils n'ont pas l'ambition de se présenter comme une agence de presse objective. C'est pour ça que pour moi, l'ennemi le plus important et vraiment l'organe de presse qui fait le plus de mal à tout ça, c'est l'AFP. J'en viens à Madame Zineb Redouane. Vous êtes l'avocat de la famille et votre chapitre 11 intitulé Zineb Redouane et la grenade anonyme. Dans le chat, Morgane vous demande quelles sont, selon vous, les raisons pour que l'homicide volontaire ou non de Madame Redouane devienne une affaire d'État. Et il y a un peu l'explication, page 210, mais je vous laisse répondre. Affaire d'État parce que les plus grandes autorités de l'État, c'est-à-dire le président de la République et des ministres importants, je pense notamment au ministre de l'Intérieur de l'époque, Castaner. M. Castaner, le pire ministre de l'Intérieur qu'on ait eu en France. Je pense que c'est le pire ministre de l'Intérieur d'Europe, parce que pour aller aussi loin dans la nullité professionnelle, dans la mauvaise foi et dans le mensonge, je pense qu'il faut aller chercher très, 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 très loin. Pour moi, c'est ce qui se fait de pire en politique. Et vraiment, je n'ai pas d'autres mots pour parler de M. Castaner. Et donc, lorsque M. Castaner va à la radio, il va affirmer très tranquillement qu'on ne peut pas accuser les forces de l'ordre d'avoir tué Zineb Redouane, tout en indiquant que la grenade n'a pas tué Mme Redouane, mais que cette dernière est décédée suite à un choc opératoire à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle un mensonge flagrant devant les médias. Et donc, lorsqu'il ment comme ça, c'est pas en buvant un shot de vodka en boîte de nuit, comme on peut le voir ici et là, c'est en tant que ministre. Et l'enquête indique qu'elle meurt d'un choc opératoire. Alors, je veux bien qu'on accuse la police de tout, mais il faut être cohérent. D'un côté, il ne faut pas dire « elle est là aussi pour protéger Marseille », et de l'autre, dire « oui, mais elle serait responsable de tout ». Il y a une enquête. Et donc là, nous avons une des plus hautes autorités de l'État qui prend position dans une affaire judiciaire en cours. Au passage, la séparation des pouvoirs, je pense qu'il ne sait pas ce que c'est, il ne le respecte pas. Et je ne vois même pas comment on peut être ministre lorsqu'on ne maîtrise pas un minimum de droit constitutionnel. Donc, il prend position sur une affaire en cours pour mentir dans le cadre d'une affaire où une dame de 80 ans a été tuée dans des conditions atroces. Le président de la République, M. Macron, a affirmé en interview que durant le mouvement des Gilets jaunes, aucun décès ne pouvait être attribué aux forces de l'ordre. Je note qu'ils ont tous perdu la vie, bien souvent en raison de la bêtise humaine, mais qu'aucun d'entre eux, aucun, n'a été la victime des forces de l'ordre. Aucun. Là encore, et je le dis très tranquillement, Monsieur le Président de la République a menti, car le jour où Mme Redouane est touchée par la grenade, c'est lorsque les rassemblements qui dénonçaient l'habitat insalubre et les Gilets jaunes se sont retrouvés sur la Canebière. Et donc, les CRS qui interviennent ce jour-là, c'est pour mater les manifestations et notamment les Gilets jaunes. Donc, le Président de la République a également menti en disant ça. Donc, lorsque nous avons les plus hautes autorités d'État qui mentent dans une affaire, lorsqu'on a un procureur de la République qui est sous le pouvoir hiérarchique du pouvoir exécutif, donc le procureur n'est pas indépendant, lorsque ce M. Tarabeu ment également en conférence de presse en disant que le décès résulte d'une erreur médicale. Alors, pour savoir s'il y a une erreur médicale, généralement, il faut une instruction qui dure 5 ans, 6 ans, 7 ans. Hein. Donc là, lorsqu'on a des espèces de charlatans qui viennent vous dire au bout de 24 heures, 48 heures,
on peut mettre en cause un hôpital, c'est du grand n'importe quoi. Madame Redouane est opérée en urgence avec un pronostic vital qui est en jeu. Les médecins sont obligés de l'opérer pour essayer de lui sauver la vie et c'est dans le cadre de l'opération qu'elle décède. Bien entendu, la grenade a causé sa mort. Donc, lorsqu'on a les plus hautes autorités de l'État qui prennent position pour mentir et que l'affaire est étouffée de la sorte, on peut parler d'une affaire d'État. Il y a notamment un chapitre violence policière et couleur de peau qui m'a un peu surpris. Page 201, si je dois faire un constat sur les affaires de violence policière que j'ai eu à traiter, la dimension raciste ou discriminante, si elle peut exister dans certains dossiers, n'a finalement que peu d'influence sur la manière dont elles vont ensuite être gérées par les institutions. Vous mettez un peu en doute l'idée d'un racisme systémique au sein de la police. Donc ça, j'aimerais qu'on prenne le temps d'en parler. Lorsque j'ai écrit mon livre, donc qui fait quand même 336 pages, donc qui est un gros livre, je ne voulais pas je voulais que ce soit un livre qui permette de mettre en avant des cas précis, oui. Des cas que j'ai traités moi-même. Donc c'est vraiment tout ce que je dis, c'est pour ça que je suis très virulent à l'égard de plusieurs personnes, et je l'assume totalement. Si quelqu'un n'est pas content qu'il y ait de m'attaquer en diffamation, je me ferai un plaisir de remettre une triple couche sur toutes les personnes qui ne seront pas contentes. Donc je me base vraiment sur mes affaires, toutes mes affaires. Dans mes dossiers, je peux me permettre d'affirmer certaines choses. J'ai eu la chance d'avoir des clients de toute origine, de tous milieux sociaux. Mon combat dans ce livre, parce que je veux être quelqu'un de pragmatique, je veux faire avancer les choses. Et mon combat vraiment, je vise moi la justice. C'est la justice qui a un comportement honteux sur tous ces dossiers. Et je constate, sur la base de mes affaires, que lorsque j'ai des victimes avec les cheveux blonds, avec les yeux bleus, avec des postes importants, je pense notamment à une proviseure d'un lycée des Yvelines, le traitement judiciaire de ces affaires-là est exactement le même que le traitement judiciaire de Mme Zineb Redouane, de Dame Traoré, d'Abdoulaye Fofana. Parce que nous avons une justice qui organise l'impunité totale, quasi totale, des forces de l'ordre dans ces dossiers de violence policière illégitime. Et c'est important de le dire parce que beaucoup de gens pensent à tort que seules les victimes d'origine maghrébine, d'origine africaine, ne seront pas respectées par la justice dans ces dossiers-là, ce qui n'est pas le cas. Page 237, vous écrivez « Les victimes de violences policières illégitimes me font penser à certaines victimes dans les affaires sexuelles lorsque leur agresseur appartient au cercle des gens puissants. » Il y a des individus, des notables dans les affaires sexuelles où je trouve moi que la justice dysfonctionne totalement. D'un côté, on va avoir des gens contre qui il n'y a pas le début d'un commencement de preuve, et il y aura même des éléments démontrant clairement leur innocence, mais qui vont être mis en examen, qui vont être poursuivis. Je pense notamment à Juan Branco, que j'ai l'honneur de défendre, qui a été mis en examen dans une affaire scandaleuse où tout démontre qu'il n'y a absolument rien à lui reprocher. Et donc là, la justice va foncer sans réfléchir pour le mettre en examen. Et à côté de ça, on a des dossiers avec des individus accusés de viol ou d'agression sexuelle, avec des preuves mais d'une lourdeur extrêmement importante, mais qui vont avoir un traitement particulier parce qu'ils exercent telle profession ou parce qu'ils viennent de tel milieu. Et ça, c'est scandaleux. Le parcours du combattant d'une victime de viol sur des dossiers qui vont être instruits pendant 5 ans, 6 ans, avec une absence de mise en examen, avec un refus des juges d'organiser certains actes d'enquête, et avec la parole de la personne poursuivie qui va être considérée comme une parole beaucoup plus forte que celle de la victime, c'est quelque chose que je vois exactement de la même manière dans les dossiers de violences policières illégitimes. Donc je trouvais cette comparaison intéressante parce qu'il y a un parcours du combattant qui se ressemble beaucoup. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec l'idée de dire qu'il y a une impunité totale. Page 225, cela permet au passage de dire qu'on n'est pas dans une situation d'impunité totale puisque des policiers sont condamnés. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger de votre part, hein, si je puis me permettre. Il y a effectivement quelques condamnations de policiers, mais enfin, elles sont quand même extrêmement rares. Donc oui, en effet, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt et qui vous force un peu la main là ? C'est clairement l'arbre qui cache la forêt.
Moi, je fais toujours très attention aux termes que j'emploie et je fais toujours l'effort d'être extrêmement précis. Et je ne peux pas dire qu'il y a une impunité totale dans la mesure où, en effet, il y a des condamnations. C'est d'autant plus important d'en parler qu'il y a même parfois des condamnations excessives. Je m'explique. Dans certains tribunaux, on va prendre le policier qui sera mal vu par sa hiérarchie, qui éventuellement peut-être ne ressemblera pas à tous ses collègues. Et il y a beaucoup de discrimination dans la police. J'ai beaucoup de clients policiers aussi qui vivent un véritable enfer. Donc il y a parfois des policiers lâchés par l'institution qui, eux, par contre, à la moindre infraction, vont comparaître devant la justice et vont être condamnés et vont prendre pour tout le monde. Et ça, c'est scandaleux. Et c'est même le seul point sur lequel je suis d'accord avec maître Laurent Franck-Liénard, qui a écrit le livre Avocats des flics, dans la même maison d'édition. Et moi, je suis contre l'injustice, quelle qu'elle soit. Et si un policier est condamné lourdement parce que politiquement, on a demandé à tel procureur de faire l'exemple pour ensuite mettre cette affaire en avant pour dire qu'il n'y a pas d'impunité, je trouve ça également scandaleux. Et c'est important de le dire. Moi, je ne demande absolument pas ça à la justice. Moi, je veux que la justice se comporte de la même manière avec tout le monde, qu'il n'y ait pas de passe-droit et qu'il n'y ait pas d'impunité. Page 245, l'IGPN. Le travail de l'IGPN ou de l'IGGN, qui est l'équivalent gendarmerie, là, vous donnez un élément, à mon avis, que beaucoup dans le chat vont découvrir. Le travail de l'IGPN et de l'IGGN est concurrencé par celui d'un service de police classique qui a souvent pour objectif de s'assurer que les investigations qu'ils mènent sur leurs propres collègues contrebalancent celles des bœufs-carottes susceptibles de trouver des preuves de violence illégitime. Et je trouve que c'est un passage extrêmement intéressant parce que d'abord ça permet de dire que vous trouvez que l'IGPN ou l'IGGN peuvent parfois bien bosser, mais qu'il y a d'autres services qui viennent les concurrencer. Les procureurs de la République souhaitent garder la main sur les affaires. Donc, ils ont tendance à ouvrir 2 enquêtes en même temps. Une confiée à l'IGPN, une autre confiée à une brigade locale qui va souvent venir parasiter le travail de l'IGPN. Et là, vraiment, l'idée, c'est de permettre au parquet d'avoir la main sur l'IGPN. Moi, ce que je pense de l'IGPN, c'est qu'ils peuvent être très bons et redoutables dans tout ce qui ne concerne pas les violences policières illégitimes. Lorsqu'un policier, par exemple, est accusé de corruption, de malversation, de vol de scellés, de vol de drogue au commissariat, par exemple, là, l'IGPN peut faire des très, très belles enquêtes. Par contre, lorsqu'il s'agit de violences policières illégitimes, l'IGPN n'a qu'une seule fonction, malheureusement, c'est celle d'exonérer les forces de l'ordre. Si on me demandait de réformer, de faire évoluer les choses, je ne modifierais même pas l'IGPN. En fait, l'IGPN est un bras armé d'un magistrat, soit du parquet, soit du siège. Si le juge d'instruction demande à l'IGPN de blanchir un policier, il le fera. Si le procureur demande à l'IGPN de blanchir un policier, il le fera. Si le ministre de l'Intérieur demande à l'IGPN, saisi de manière administrative, de blanchir telle brigade, tel groupe, tel policier, l'IGPN le fera. Ils n'ont même pas un gramme d'indépendance pour pouvoir prendre position dans une affaire. En réalité, ils servent à rien, sauf à faire ce qu'on leur demande de faire. Donc, alors, je ne comprends pas pourquoi on vous peut les pas critiquer, je les critique. Pourquoi vous ne voudriez pas les réformer ou les rendre justement indépendants, par exemple en les mettant sous la tutelle du ministère de la Justice et non pas de l'Intérieur. Vous considérez que ça n'a pas d'importance ? Mais ce serait la pire chose du monde. L'ennemi principal des violences policières légitimes en France, ce sont les procureurs. Je fais d'ailleurs un chapitre sur eux, sur le rôle dévoyé du parquet. Absolument. Le parquet est sous l'autorité de qui ? Du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est ce qu'il y a de pire en violence policière illégitime. Donc vous voudriez mettre, enfin pas vous, mais si on mettait l'IGPN aux ordres du ministère de la Justice, ce serait encore pire. Ça veut dire que là, vraiment, il serait dirigé par les mêmes personnes que les procureurs. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, surtout pas. Code 248, la rédaction des faux procès-verbaux est quasi systématique dans les dossiers de violence illégitime des forces de l'ordre, et notamment pour criminaliser la victime et justifier leurs actes. C'est quoi un faux procès-verbal dans une affaire de police, de violence illégitime policière ?
C'est tout simplement le fait de mentir sur un document qu'on appelle un procès-verbal. Donc, par exemple, un policier qui va mettre des coups de poing à une personne qui l'interpelle. Le policier, au lieu de reconnaître qu'il a mis des coups de poing, pour justifier les blessures, il va dire, par exemple, que l'interpellé s'est cogné la tête contre les murs. Le fait d'écrire sur un procès-verbal que l'interpellé s'est cogné la tête tout seul en omettant de parler des coups de poing qu'il a lui-même pu mettre, c'est un faux procès-verbal. C'est ce qu'on appelle un faux intellectuel. Quand le contenu est faux, on parle de faux procès-verbaux. C'est une infraction extrêmement grave parce que c'est vraiment la confiance, entre guillemets. Les policiers sont assermentés, les magistrats travaillent sur la base des procès-verbaux, nos dossiers sont composés de procès-verbaux. Et donc, s'il n'y a pas cette confiance, la justice ne peut pas fonctionner. Normalement, un policier qui rédige un faux procès-verbal devrait passer devant une cour d'assises. C'est la loi. C'est la loi. Il y a même beaucoup de policiers qui, face à des vidéos, par exemple, sont obligés de reconnaître qu'ils ont menti. Mais le problème, c'est que les magistrats refusent systématiquement de respecter le code pénal et donc systématiquement refusent de poursuivre les policiers sur la base de ce crime. La conséquence, c'est que les policiers se retrouvent devant le tribunal correctionnel pour être jugés d'un faux, mais d'un petit faux, entre guillemets, correctionnalisé. Et là, on a toujours des peines d'emprisonnement avec sursis. Donc voilà un peu la fleur qu'on leur fait, que la magistrature fait. C'est qu'un policier qui commet une infraction extrêmement lourde pour laquelle il encourt 15 ans de réclusion criminelle, même en la reconnaissant, même en démontrant que l'infraction est commise, il aura au mieux quelques mois d'emprisonnement avec sursis. Donc là, c'est vraiment de l'irrespect total de nos textes. Et moi, c'est quelque chose qui me choque, que je dénonce. Devant l'École nationale de la magistrature, là où on forme les magistrats, il y a un parvis qui s'appelle le parvis des droits de l'homme. Mmh. Et sur ce parvis des droits de l'homme, au sol, il y a tous les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et moi, je m'interroge sur comment peut-on être formé face au parvis des droits de l'homme et ne être aussi loin du respect des droits de l'homme en tant que professionnel. Je trouve ça choquant, ça pose un vrai problème. Il y a parfois des procureurs courageux. Ça avait été le cas à Bobigny, lors d'une affaire où des policiers avaient kidnappé un individu, ils l'avaient mis dans leur voiture, ils l'ont conduit dans un terrain vague, ils l'ont tabassé, massacré, ils l'ont laissé sur place et ensuite ils ont rédigé des faux procès-verbaux en disant que cette personne avait été violentée par d'autres personnes. Et à l'audience, la substitute du procureur de la République avait comparé ses méthodes à la Gestapo. Donc je l'avais trouvé, moi, courageuse, cette procureure. Suite à ça, colère des syndicats de police, et la ministre de la Justice de l'époque, Madame Alliot-Marie, avait ouvert une enquête disciplinaire contre cette magistrate du parquet, qui ensuite a eu de gros problèmes pour avoir dénoncé des choses logiques à dénoncer, parce qu'elle était choquée en tant que magistrate de voir des méthodes pareilles. Voilà. Dernière question de Monsieur Skattenberg 4, avocat des libertés. C'est écrit sur la couverture. Comment définissez-vous ce mot utilisé pour tout et pour rien, liberté? Si j'ai décidé, moi, de devenir avocat, c'est pour faire respecter les libertés et les droits fondamentaux. Dans nos textes juridiques, on donne ce rôle aux juges. On estime que les juges sont les garants des libertés. Il y a même un juge qu'on appelle le juge des libertés et de la détention. Mais en pratique, on dit le juge des libertés. Alors qu'en réalité, ce sont des juges de la détention, puisqu'ils passent leur temps à prolonger des mandats de dépôt, des incarcérations, à mettre les gens en prison, et ils passent beaucoup moins de temps à remettre les gens en liberté. Et vu que vous m'avez indiqué que c'était votre dernière question, vous deviez me parler de l'histoire des 5% de dossiers traités et des autres dossiers que je traite. Parce qu'en effet, il est fort, le loustic. Hein. Non, mais parce que moi, je peux vous garder encore 2 heures. Hein. Mais c'est par respect pour vous et vos clients. J'imagine, là, ils sont là en train d'attendre. Qu'est-ce qu'il fout, là? C'est quoi ce truc Twitch, là? C'est quoi ça? Non, j'ai été beaucoup médiatisé sur certaines affaires, comme Madame Traoré. Mais en réalité, oui, mon travail, moi, les violences policières, c'est 5% de mon activité. Je ne pourrais pas faire 50%, par exemple, de ces dossiers-là. C'est trop frustrant. C'est un combat qui est beaucoup trop fort pour ne faire que ça. Mais moi, ma spécialité, et ce qui m'a permis de devenir ce que je suis devenu en matière pénale,
c'est la défense dans les affaires criminelles. C'est la cour d'assises, le tribunal correctionnel. C'est vraiment la défense des accusés, d'être en défense. Et en réalité, les seules affaires où je suis du côté des parties civiles, ce sont les affaires de violence policière, parce que nous sommes face à tout le monde. Lorsque vous défendez une victime de violence policière, vous avez en face de vous tout l'appareil judiciaire. C'est un peu pareil lorsque vous défendez un accusé. Vous aurez en face de vous le procureur, vous aurez en face de vous des magistrats, et vous aurez toute une machine. Moi, j'aime en fait être du côté du faible, entre guillemets, face à l'appareil judiciaire et face aux institutions. Et c'est un livre absolument passionnant qui prend parfois par surprise, donc c'est bien, c'est bien. À bientôt, merci beaucoup, à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.